à travers texte. Le kitsch chez Milan Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être est un roman d'amour. Je tiens à le préciser d'entrée. On peut aussi dire un roman de couple. Thomas, Teresa, Sabina et Franz. Un roman de duo comme de duel. Sabina, Teresa, Marie-Claude, Sabina. Voire un roman de trio, entre Thomas, Teresa et Karénine. C'est un roman à concept, un roman de réflexion sur le hasard, sur l'amour, sur les animaux, sur la vie. En bref, c'est un roman qui traverse les temps justement parce qu'il s'en écarte. Que veut-on dire par là ? Alors, ça pourrait paraître contradictoire de dire que ce roman s'écarte du temps, au vu de son ancrage total dans une période historique très mouvementée quand même. C'est celle de la Tchécoslovaquie des années soviétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Milan Kundera n'est pas historien, que L'Insoutenable n'est pas un roman historique, que c'est loin d'être une critique idéologique. Ce serait un contresens total de penser ainsi. L'histoire d'amour chez Kundera est non pas un amour de l'histoire. D'ailleurs, il n'y a qu'à reprendre les mots de l'auteur tchèque, qui est sans appel dès le début de sa carrière en 1968. « Je déteste cette littérature, dit-il en évoquant les romans idéologiques, ceux qui sont athèses, comme il dit. C'est pour cela qu'il a eu tant de mal à apprécier 1984 d'Orwell. Bien sûr, on ne peut pas éluder le fait que ce roman se passe dans un certain contexte, un contexte marqué, en plein cœur d'une période qui n'est pas neutre, et qui a également affecté l'écrivain directement. Mais toute la force de Kundera, cela vaut pour L'Insoutenable comme pour La Plaisanterie, comme pour tout ce qu'il écrira, c'est que l'histoire avec un grand H reste toujours une toile de fond. C'est un décor, car devant ce décor, au premier plan, se trouvent des personnages, des singularités, des récits uniques, des voix, des façons de voir les choses, de penser. Voilà ce qui intéresse Kundera, les histoires particulières. Alors bien sûr, comme dans la vie, la grande histoire appuiera sur les personnages. Elle a un poids, elle fera pression sur leurs épaules. Mais ces derniers auront toujours le dernier mot, ils seront toujours le cœur de tout. Ce que Kundera cherche, c'est une percée. Et pour toucher la profondeur dans sa nature la plus intacte, il a vite compris qu'il aurait la trace la plus puissante si elle se focalise sur des caractères. Lui les appelle ses égos expérimentaux, c'est-à-dire des personnages qui ne le représentent d'ailleurs pas forcément, mais qui représentent chacun quelque chose d'unique et de totalement irréductible. Ces égos expérimentaux ne disent rien de plus que leur nature singulière. Ils ont une place dans le monde, et le monde bouge derrière eux. Ce qui parfois, il faut le dire, les fait tanguer. Mais voilà l'ordre des priorités. Dans ce roman à couches, à superposition qu'est L'Insoutenable, on peut s'arrêter sur le kitsch, notion primordiale chez Kundera qu'il développera de la manière la plus poussée ici. Et par cette notion, on comprendra la position de l'auteur tchèque à l'égard de la politique, à l'égard de l'histoire, à l'égard de toute lutte. Le kitsch n'est pas vraiment abordé par le duo principal Teresa et Thomas, qui ne sont ni figure du kitsch, ni figure de l'anti-kitsch. Mais ce kitsch est plutôt abordé par l'autre duo, Sabina et Franz. Rappelons-nous, Sabina, c'est cette Tchécoslovaque qui a fui son pays d'origine à cause du communisme. Amante de Thomas, comme l'est également Teresa. D'ailleurs, elle lui est son pendant, incarnant la légèreté quand Teresa est la pesanteur. On pourra dire plus tard finalement que dans la quête de l'amour, Sabina et Teresa ne font qu'une. Mais Sabina a un rôle tout aussi important dans sa relation à Franz. Elle est centrale pour comprendre le rapport de Kundera à l'histoire, pour appréhender ce kitsch. Sabina, aux prises avec l'histoire, la grande, dans son pays natal, décide de fuir. Et elle fuit toujours plus à l'ouest. On la trouvera en Suisse, à Genève, en France, et puis aux États-Unis. L'ouest comme horizon.
Elle part vivre un peu partout, elle n'arrive pas à s'attacher à un lieu, à des gens, elle veut s'éparpiller. On l'a dit, elle est la légèreté. Elle dit aussi qu'elle veut mourir dispersée puis qu'on jette ses cendres. Sabina sera insaisissable. Mais c'est néanmoins par elle qu'il faudra passer pour comprendre le kitsch. Qu'est-ce que le kitsch ? Comment Sabina en est la première témoin ? Pourquoi est-ce que le couple Sabina-Franz le ressent le plus ? Que veut nous dire Kundera sur l'histoire ? Comment se construisent les destinées particulières des hommes qui décident un jour de s'estomper dans le sillage de la grande histoire, croyant y trouver leur marque ? Une dizaine d'années plus tard, elle vivait déjà en Amérique. Un sénateur américain, ami de ses amis, lui faisait faire un tour dans une énorme voiture. Le sénateur stoppa. Les enfants descendirent et s'élancèrent sur une grande pelouse vers le bâtiment d'un stade où il y avait une patinoire artificielle. Le sénateur restait au volant et regardait d'un air rêveur les 4 petites silhouettes qui couraient. Il se tourna vers Sabina. « Regarde-les, dit-il, sa main décrivant un cercle qui englobait le stade, la pelouse et les enfants. C'est ça que j'appelle le bonheur. » Le sénateur n'avait qu'un argument en faveur de son affirmation. Sa sensibilité. Lorsque le cœur a parlé, il n'est pas convenable que la raison élève des objections. Au royaume du kitsch s'exerce la dictature du cœur. Il faut évidemment que les sentiments suscités par le kitsch puissent être partagés par le plus grand nombre. Aussi, le kitsch n'a-t-il que faire de l'insolite. Il fait appel à des images clés profondément ancrées dans la mémoire des hommes. Le kitsch fait naître coup sur coup 2 larmes d'émotion. La première larme dit « Comme c'est beau, des gosses courant sur une pelouse ». La deuxième larme dit « Comme c'est beau, d'être ému avec toute l'humanité à la vue de gosses courant sur une pelouse ». Seule cette deuxième larme fait que le kitsch est le kitsch. Le kitsch est l'idéal esthétique de tous les hommes politiques, de tous les mouvements politiques. L'insoutenable légèreté de l'être est sans doute le roman symbolisant le plus l'antilyrisme de Milan Kundera. Et l'épisode qui met en scène Sabina en Amérique, avec ce sénateur, est la scène la plus édifiante sur ce passage du sentiment en lyrisme. Cette transformation se déroule en 2 actes dans cette scène. Le sénateur observe d'abord des enfants jouant sur la pelouse. Jusque-là, rien d'anormal, puisqu'il est ému par ces enfants qu'il voit jouer. Mais cela se complique. Ensuite, il s'observe directement avec d'autres, parfois imaginaires, observant des enfants jouant sur la pelouse. Par ces 2 moments tout à fait distincts, Kundera nous livre le spectacle du kitsch, avec un premier argument qui le soutient, la sensibilité qui devient kitsch. Lorsque le cœur a parlé, dit Kundera, il n'est pas convenable que la raison élève des objections. Le kitsch se crée sur la dictature du cœur. Ce passage est crucial pour comprendre cet engouement, ce flot d'émotions qui transforme l'individu et qui fait naître ce kitsch. En fait, le kitsch nous apprend que ce dévoiement émotionnel est un motif de dépersonnalisation. Alors, comment ça ? Reprenons d'abord Kundera et son histoire des 2 larmes. Le kitsch fait naître coup sur coup 2 larmes d'émotion, dit-il. La première larme dit « Comme c'est beau, des gosses courant sur une pelouse ».
La deuxième larme dit « Comme c'est beau d'être ému avec toute l'humanité à la vue de gosses courant sur une pelouse. » À ce moment-là, le kitsch s'empare des hommes, et ces derniers sont entraînés dans une frénésie lyrique qui les pousse à oublier totalement l'objet qui cause l'émotion. Et en même temps, à oublier le monde autour d'eux, ses détails, ses différences, les traits uniques de ces enfants, pour totaliser ce moment, le théoriser. Voilà le danger. Et finalement, cela pousse ces individus aussi à s'oublier eux-mêmes, complètement plongés dans cette spirale où ils ne sont plus que par rapport à d'autres imaginaires, et encore pire, par rapport à des concepts. La deuxième larme de Kundera, celle qui fait que l'on préfère apprécier une scène pour ce qu'elle nous positionne auprès d'autres, une fois qu'elle est devenue un concept fade, totalisé, où plus aucune singularité ne dépasse, est la larme qui fera prisonnier. Et dans toute son œuvre, Kundera tentera d'alerter le lecteur sur cette prison, qui est la première justification des régimes totalitaires. Être ému devrait être un procédé extrêmement singulier, car très personnel. Ce qui me touche n'est pas forcément ce qui touche mon voisin, encore moins ce qui touche le voisin de mon voisin, et ainsi de suite jusqu'à toute l'humanité. Kundera nous annonce en substance que la société moderne travestit une émotion singulière pour lui donner des traits d'émotion collective qui ne regardent, au final, plus personne. Dans cette scène, Kundera pose les bases de sa définition du kitsch. Un oubli du sujet qui crée l'émotion, un oubli du sujet qui ressent l'émotion, un concept lisse, sans forme. C'est le règne de l'indifférenciation. Groupe d'enfants qui jouent, spectacle de la nature, peu importe. Ces émotions sont reléguées et admises pour d'autres choses qu'elles-mêmes. Alors, c'est l'équivalence de chaque sujet. Pour le dire autrement, enfant, nature ou autre, même résultat. Je me regarderai m'émouvoir avec d'autres sur des choses devenues concepts. Le pourquoi, la première raison, celle de base, est totalement secondaire. Elle n'est plus qu'une ombre sur le tableau. Et ce kitsch, c'est le ciment des idéologies. Ce sont elles qui viennent trahir cette émotion pure à la base. Dans la scène qu'on a lue, le sénateur ne regarde plus les enfants qui jouent. Du moins, il les regarde par obligation. Ce qui l'importe, c'est cette seconde larme, cette idée d'une fraternité de tous les hommes, qui se concrétise par l'émotion à la vue de ses enfants. Le sénateur ne ressent plus lui-même son émotion. Kundera dépeint le désaxement de l'individualité au profit d'un sentiment collectif flou, aveugle à ce qui est propre à chacun. Dans l'insoutenable, il y a un deuxième épisode du kitsch. C'est cette marche au Cambodge, on pourra en reparler, mais marche qui sera organisée parce que ses participants ne verront en final plus par eux-mêmes l'objectif qu'ils poursuivent. Il n'y aura plus de sentiments personnels, mais ils se feront avec d'autres portés vers cet objectif, ce sentiment collectif. De la même manière, dans Les enfants qui jouent, le sénateur voit tout ce que Sabina n'a jamais eu en tant qu'ancienne victime du communisme. Et il le dit. C'est pour ça qu'il se sent avec toute l'humanité. Parce qu'il veut que cette émotion soit le signe de bien plus que de simples enfants. Le sénateur a l'histoire avec un grand H comme moteur principal de sa seconde larme. C'est ça qui le motive, rien d'autre. Voilà le kitsch qui oublie l'émotion première, pure, singulière, particulière, différente, pas le moins du monde équivalente. Franz, de son côté, voit dans la Grande Marche au Cambodge non pas la possibilité de soigner et de sauver des Cambodgiens, d'alerter sur leur situation délicate, mais la possibilité de lutter en première ligne avec d'autres contre un régime dangereux. Et nous retrouvons le même constat, qu'il s'agisse d'enfants malades, de la nature, d'enfants qui courent ou de tout autre prétexte, cela ne changerait rien. Franz serait parti. Parce qu'il n'est pas ému par le sujet, mais parce qu'il voit dans le sujet un motif plus général, totalisant, un motif pour se mobiliser. Kundera le révèle lui-même. L'attitude du sénateur est celle de quelqu'un qui regardait d'un air rêveur
les 4 petites silhouettes. Voilà ce qu'il écrit. Et Sabina enfonce le clou. Quand elle voit le sénateur américain avec sa seconde larme à l'œil, elle le compare à un tribun politique sur une place de Prague, haranguant la foule à travers ce prétexte émotif. Sur son visage, nous dit-elle, il avait exactement le même sourire que les hommes d'État communistes adressaient du haut de leur tribune, aux citoyens pareillement souriants, défilant comme un cortège à leurs pieds. Pourtant, le sénateur américain doit bien être à l'opposé politique des communistes. Mais c'est bien que le kitsch rassemble tous les bords, en cela qu'il est universellement totalitaire. Le monde que le sénateur s'imagine, toute l'humanité qui pleure de sa seconde larme, toute l'humanité qui est aux côtés de Franz lors de la Grande Marche, c'est un monde imaginaire. Le lyrisme, c'est l'imagination d'un monde pour remplacer le monde, le vrai, celui qu'on vit, celui qui est composé de toutes ces singularités. Cette création imaginée sera l'utopie à réaliser pour ceux qui s'engagent dans ces causes historiques comme Franz, conduit aussi par cet espoir transformateur, conduit par une pseudo-harmonie autour de cette communauté imaginaire infinie. Pour les lyriques, la représentation devient le fait. Un ou 2 ans après avoir quitté la Bohême, elle se trouva tout à fait par hasard à Paris, le jour anniversaire de l'invasion russe. Une manifestation de protestation avait lieu ce jour-là, et elle ne put s'empêcher d'y participer. De jeunes Français levaient le poing et hurlaient des mots d'ordre contre l'impérialisme soviétique. Ces mots lui plaisaient, mais elle constata avec surprise qu'elle était incapable de crier de concert avec les autres. Elle ne put rester que quelques minutes dans le cortège. Elle s'empare et raconte cette expérience à des amis français. Ils s'étonnaient. « Tu ne veux donc pas lutter contre l'occupation de ton pays ?» Elle voulait leur dire que le communisme, le fascisme, toutes les occupations et toutes les invasions dissimulent un mal plus fondamental et plus universel. L'image de ce mal, c'était le cortège de gens qui défilent en levant les bras et en criant les mêmes syllabes à l'unisson. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas le leur expliquer. Elle se sentit gênée et préféra changer de sujet. Regardons pourquoi Sabina pourrait être perçue comme la figure de l'antilyrisme, contrairement au sénateur américain ou à Franz. Cette scène-là qu'on vient de lire est très parlante. Sabina, rescapée du communisme, ayant fui le communisme, se retrouve à Paris au milieu d'une manifestation contre les Russes, contre l'invasion russe en Tchécoslovaquie. Elle participe, mais elle n'arrive pas à crier de concert avec les autres, de prendre vraiment part, de s'engager pour la cause anticommuniste. Ici, on voit que Kundera crée un personnage imperméable au kitsch. Même si elle provient d'un pays qui souffre du communisme, Sabina ne se laisse pas emporter dans le tourbillon du kitsch. Elle refuse que l'histoire avec un grand H prenne la place la plus importante de sa vie. Elle refuse que l'histoire avec un grand H soit son seul moteur. Car selon elle, ce n'est pas la vie comme on l'a vu. C'est l'indifférenciation, c'est la suppression de la particularité, c'est l'effacement de ce qu'il y a d'unique pour un monde imaginé qui ne regarde qu'en concept, prétextant des émotions particulières, premières, mais fausses. Malgré toute la simplicité que cela pourrait être, d'entrer en lutte contre un régime qui l'a poussé à fuir, qui a commis des horreurs à l'égard de son peuple, peut-être de ses proches, non. Sabina ne prend pas cette direction.
C'est ce qui fait toute la finesse de Kundera et qui explicite un peu plus sa position face à l'engagement dans l'histoire. Pour lui, la vie est ailleurs. Il n'accepte pas ce qu'il nomme l'accord catégorique avec l'être. Alors, à l'opposé du kitsch, Kundera développe une autre notion, la merde. Car la merde, c'est l'annihilation du monde imaginaire que l'engagé se crée, que la personne historique se crée. La merde, c'est cette particularité qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est celle qui saute aux yeux, qui stoppe net la belle histoire, l'histoire lisse qu'un homme du kitsch se crée. Le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde, dit Kundera. Au sens littéral comme au sens figuré, poursuit-il, le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable. Le kitsch contre la merde. Le monde lyrique imaginaire contre le monde singulier, bien réel. Et reprenons ce que dit Kundera. Si je dis totalitaire, dit-il, c'est parce que tout ce qui porte atteinte au kitsch est banni de la vie. Toute manifestation d'individualisme, car toute discordance est un crachat jeté au visage de la souriante fraternité. Tout scepticisme, car qui commence à douter du moindre détail finit par mettre en doute la vie en tant que telle. L'ironie, parce qu'au royaume du kitsch, tout doit être pris au sérieux. Ces phrases-là sont formidables. Tout ce qui prouvera l'irréductibilité, la différence, la particularité, sera ce qui sera privilégié par Kundera. Des manifestations personnelles qui défont ce sentiment d'universel obligatoire, qui défont cette conceptualisation, qui nous permettent de s'échapper de cette dépersonnalisation. Le scepticisme, et plus largement l'homme qui interroge, comme Kundera le dit ailleurs, et l'ironie. On comprend mieux pourquoi l'ironie a été une arme si importante pour Milan Kundera. Car l'ironie est anti-kitsch. L'ironie est le symbole de la particularité. Elle s'inscrit dans un contexte unique, se comprend dans un contexte unique, et peut difficilement être totalisée ou théorisée. Le kitsch, quant à lui, est ce produit total, totalitaire, on l'a dit aussi, mais total parce qu'un engagement total, une lutte totale des concepts totaux. L'ironie est complètement antithétique à l'histoire avec un grand H. On le voit très bien d'ailleurs dans la plaisanterie, et notamment avec ce sort d'Héléna, qui se termine dans une vaste blague, et qui avait tout misé sur son engagement pour la cause, jusqu'à effacer toute trace de personnalité et de particularité. L'arme ironique n'est pas pour rien l'arme de nombreux écrivains d'Europe centrale, qui, souvent, l'utilisaient pour s'opposer à ceux qui ne réfléchissent qu'en système. Gombrowicz, Kafka, Musil, Bror. L'ironie défait l'accord catégorique à l'être. Elle rappelle la complexité du monde. Voilà ce que le kitsch oublie très vite. La complexité du monde. Durant toute sa vie, Kundera a vu le roman comme ce trésor de particularité. Et pour reprendre une phrase de Philippe Roth, parce que quand la bêtise des hommes vient de ce qu'ils ont réponse à tout, la sagesse du roman, c'est d'avoir question à tout. L'art du roman de Milan Kundera, son essai où il s'exprime sur sa vision du roman, l'explique plus longuement. Mais ne serait-ce que dans ses romans, on le perçoit chez Kundera. Le kitsch est un fléau qui a pris l'humanité, qui l'a engagée dans une spirale devenue aveugle à la particularité. Le roman doit à tout prix ne pas plonger, ne pas devenir athèse, ne pas devenir une totalisation. Le roman est un des derniers recoins qui n'a jamais lâché. Les vagues de l'histoire peuvent se faire de plus en plus pressantes. La passion pour l'action, le désir de s'immerger dans une cause qui nous dépasse, ça peut se faire grand, mais il ne faut jamais tomber. C'est l'appel de Kundera. Un appel que Franz, dans l'insoutenable, aura considérablement manqué.
La star américaine qu'on avait placée au bout du cortège refusa de supporter plus longtemps cette humiliation et décida d'attaquer. Elle se mit à courir. Les hommes souriaient, d'un air gêné et en s'écartant pour permettre la victoire de l'illustre coureuse. Mais des femmes se mirent à crier dans le rang. Ce n'est pas une marche pour star de cinéma. L'actrice ne se laissa pas intimider et continua d'avancer en courant, suivie de 5 photographes et de 2 caméramans. Une Française, professeure de linguistique, saisit l'actrice par le poignet et lui dit « C'est la marche des médecins pour sauver des Cambodgiens mortellement malades. On ne fait pas un show pour les stars. » L'actrice avait le poignet pris comme dans un étau dans la main de la prof de linguistique et n'avait pas assez de force pour se dégager. Elle dit « Allez vous faire foutre. J'ai déjà participé à des centaines de défilés partout. Il faut qu'on voit des stars. C'est notre travail, c'est notre devoir moral. » Merde, dit la prof de linguistique. La star américaine l'a compris et fondit en larmes. La Grande Marche, la partie 6 de l'Insoutenable légèreté, est un chef-d'œuvre. C'est là où Franz est le plus visible, ce qui nous donne les meilleurs indices sur qui il est. Franz part avec tout un cortège pour dénoncer le sort des enfants au Cambodge. Le cortège ayant pour objectif premier de soigner les Cambodgiens malades. Cette marche est un massacre. Rien ne va. Pour avoir la meilleure photo, un photographe s'éloigne et explose sur une mine. Les stars se battent pour avoir la première place du cortège et avoir la lumière des projecteurs. L'ironie kundérienne est au plus fort dans ce passage sur le kitsch. Arrivé à la frontière et face au camp ennemi, la réponse est un silence total. Le monde ne fonctionne pas par le kitsch. Alors que fait Franz ? De quoi est-il la figure ? On l'aura compris, tout comme le sénateur américain, Franz est la grande figure du kitsch. Il est celui qui s'est perdu dans le kitsch, au sens propre comme au sens figuré, car il reviendra blessé de la Grande Marche, avec à son chevet sa femme qu'il déteste. On retrouve dans les motivations premières de Franz non pas le fait de vouloir sauver des Cambodgiens, mais un monde imaginaire dans lequel il croit agir. Franz est motivé par la Grande Marche, par Sabina. Il se dit qu'il se rapproche de Sabina en faisant front contre un régime communiste. Le Cambodge n'était-il pas une variante de la patrie de Sabina, se demande-t-il clairement. Pour la star américaine qui veut être au premier rang, elle participe parce qu'elle veut être applaudie par ses fans, par le monde entier pour son engagement. Elle ne cherche que son bénéfice. Dans ces deux cas, on remarque que le kitsch place toujours un intermédiaire entre l'action et le fait. Contrairement aux médecins, aussi présents dans cette marche, qui perçoivent encore la particularité de la situation. Kundera écrit « La Grande Marche, c'est le kitsch politique qui unit les fans de gauche de tous les temps et de toutes les tendances. La Grande Marche, c'est ce superbe cheminement en avant, le cheminement vers la fraternité, l'égalité, la justice, le bonheur, et plus loin encore, malgré les obstacles. Car il faut des obstacles pour que la marche puisse être la Grande Marche. On retrouve les catégories floues de fraternité, d'égalité, ces notions totalisées, lisses, dont on parlait plus haut, et qui effacent en passant les particularités de chaque situation, ce que Kundera regrette et dénonce. La Grande Marche, c'est le fléau pour Kundera. Personne ne s'y retrouvera jamais et tout le monde s'y perdra. Cette Grande Marche et les réelles motivations de Franz, son imagination de la réaction de Sabina, mettent au centre le monde imaginaire. Cette notion est très importante, on l'a dit. On la retrouve très souvent chez Kundera, chez ceux qui se sont embarqués dans le kitsch. Jaromil en est l'exemple parfait dans La vie est ailleurs. Et ça se matérialise d'ailleurs très concrètement pour lui, dans la construction de son double imaginaire Xavier,
il en rêve. Il vit ce double personnage, cette double vie, tant il est impliqué dans le kitsch. Ces gens embarqués comme ça, fascinés par l'histoire avec un grand H et hypnotisés par elle, ne vivent plus dans le monde. Complexe, particulier, unique. Ces termes ne leur disent rien. Ils vivent comme des enthousiastes convaincus d'avoir découvert l'unique voie du paradis. C'était À travers texte par Thomas Dutrier.